Hello tout le monde. Du 5 au 7 avril dernier, je me suis rendu à Lille à l'occasion du Forum international de la cybersécurité auquel j'ai pu participer à l'European Cyber Cup, le C2, avec les Capgemini Aces of Spades. Capgemini, c'est une grande société de services du numérique qui en 2019 a créé son équipe semi-professionnelle de CTF, les Aces of Spades. Elle accueille en général des experts en cybersécurité, des consultants, des analystes SOC, des experts en réponse sur incident qui ont tous une passion commune, le Capture the Flag. Depuis fin 2021, j'ai l'honneur d'être le capitaine de cette équipe dont je fais partie depuis sa création, et on a eu la chance d'aller participer à l'EC2, une compétition de hacking éthique. Je voulais vous partager aujourd'hui cette expérience. Mais avant toute chose, posons quelques bases. Le FIC, c'est le Forum international de la cybersécurité. Il a lieu tous les ans à Lille. Il a été créé en 2007 par la Gendarmerie nationale avec le soutien financier de la région Hauts-de-France. La première année, l'événement réunissait 550 participants. En 2022, 500 c'est le nombre d'exposants, pour 20 000 m² de salon et plus de 12 000 participants. Et en 2023, c'est près de 19 000 participants qui étaient attendus. Néanmoins, en 2023, pas de ministère, pas de service de renseignement, pas d'ANSSI et pas de gendarmerie nationale. Les services de l'État seront absents de cet événement pourtant devenu l'incontournable en matière de cybersécurité en France, voire même en Europe. En effet, depuis 2013, le FIC est co-organisé par la gendarmerie et CEIS, une filiale d'Avisa Partners. Et en 2022, Avisa Partners suscite la controverse. On parle de lobbying, de désinformation et de servir les intérêts de dictature. Mais ça n'est pas le sujet de ma vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets quelques liens en description si vous voulez faire les recherches vous-même. Retenez seulement une chose, c'est que le contexte FIC 2023 était un petit peu tendu. Maintenant, parlons CTF. Le CTF, pour Capture the Flag, c'est une compétition de hacking éthique qui oppose des étudiants et professionnels du secteur dans un cadre léger et ludique. En 2018, j'avais participé à mon tout premier CTF, qui se trouvait être le CTF du FIC. Il me semble d'ailleurs que le premier CTF du FIC a eu lieu en 2014. Alors c'est quoi le CTF du FIC? C'est une compétition donc de hacking éthique avec une thématique forensique, donc l'investigation numérique, souvent après une attaque. L'idée est bonne, mais pour être honnête, dans sa réalisation, ça n'a jamais été vraiment le meilleur CTF. Mais on s'en fichait, parce que l'entrée au FIC, elle était gratuite, et à ce CTF aussi. C'était une parfaite occasion de profiter un peu, de revoir des membres de la communauté, d'en rencontrer de nouveaux. Mais ça, c'était avant. Parlons maintenant de l'EC2, European Cyber Cup. L'European Cyber Cup, c'est une sorte de mix entre une compétition e-sport et un Capture the Flag. La première édition a eu lieu en 2021, en remplacement du CTF forensique historique. L'EC2 se caractérise par un certain effort audiovisuel, un live Twitch, un commentateur, une compétition composée de plusieurs épreuves sur plusieurs thématiques, et ce sur un planning de 2 jours. L'EC2 se positionne comme une compétition pro, aux moyens importants et au prix d'entrée important aussi. Vous verrez pendant cette vidéo ce qu'est le C2, mais avant de continuer, faisons un petit historique. J'ai eu la chance de participer à ces 2 premières éditions, en 2021 et en 2022. En 2021, les retours avaient été mitigés, et en 2022, les retours avaient été très mauvais. Là non plus, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous laisse un lien en description d'un article que j'avais pu écrire en 2022 sur le sujet. Ce qu'il faut retenir de ma longue introduction, c'est que nous abordions le FIC et le C2 avec un contexte très particulier. Un FIC au co-organisateur controversé et un EC2 à l'historique mitigé. Pour autant, pendant les mois précédant l'événement, le C2 a été à l'écoute de ses joueurs et a pris des engagements. Et vous verrez, les promesses ont été tenues. On démarre lundi, soit 2 jours avant le début de la compétition. Bon, j'ai veillé assez tard pour le montage de l'Insomniac, mais la plupart est faite. Il me reste encore le sous-titrage à faire en anglais et en français, mais c'est fait, et donc maintenant on est à la gare d'Aix-en-Provence pour le départ, pour aller au Forum international de la cybersécurité à Lille, qui va se dérouler toute cette semaine. Bon, malheureusement un peu de retard, mais c'est pas grave, on est lundi, il n'y a pas le feu. J'ai pu profiter du trajet en train pour avancer un petit peu sur le montage de la vidéo de l'Insomniac, la première vidéo sortie sur ma chaîne. Arrivé sur Lille, après quelques problèmes de location de voiture et de circulation en ville, on a fini par tous se retrouver et puis direction l'Airbnb à Moucron, en Belgique, notre quartier général. On a pu profiter de la soirée pour faire un peu de lockpicking et divers jeux pour se mettre en jambes. Après une bonne nuit de sommeil, on a enchaîné le mardi, soit la veille de l'EC2, avec les préparatifs. Nous avons d'abord posé une stratégie pour les 2 jours de la compétition. On a donc étudié le règlement, la composition des challenges, la pondération de ces épreuves, nos capacités techniques, et on a mis en place notre plan de bataille. Notre objectif était clair, on n'est pas la meilleure équipe qui soit, mais il y a une chose qui était sûre, c'est qu'on allait faire de notre mieux et se donner à fond pour profiter au maximum de cet événement. Tout naturellement, on s'est ensuite composé un menu adapté pour performer à fond pendant cette semaine. Une fois cette journée-là passée, une bonne nuit de sommeil, et on attaque le mercredi avec le premier jour de l'EC2. Après un peu de route, on est finalement arrivé à Lille Grand Palais, là où prenait place le FIC et la compétition. On a parcouru l'éternel labyrinthe qu'est le parking de Lille Grand Palais, on a pu couper les fils, faire imprimer notre badge, et puis ensuite direction le 4e étage pour rejoindre la salle dédiée à l'EC2.
Hello, on vient d'arriver, on a récupéré nos badges, on a trouvé où était la salle de l'EC2, elle est donc à l'étage, elle est séparée du reste du FIC. Et on a eu des sacs à disposition avec des maillots assez sympas. Voilà, plutôt cool. Ils ont tout mis en place, ils ont mis en place les switches, les câbles, les tables. On a pas mal d'espace, on a une scène au milieu là-bas sur laquelle on retrouvera probablement notre cher Zataz. Donc voilà, une petite édition qui démarre très bien. Une fois installé et branché, on a pu attendre que les autres équipes arrivent petit à petit. On a pu recevoir les informations de dernière minute, revoir d'anciennes connaissances et puis rencontrer de nouvelles personnes. Mais une fois la compétition lancée, les épreuves ont démarré les unes après les autres, avec en général à peu près 1 heure de décalage entre chacune. Pour dire, mercredi après-midi, on était sur 5 à 6 épreuves en parallèle. Mais no stress, on a pu appliquer notre stratégie et se concentrer à fond sur les challenges. Je fais d'ailleurs un aparté sur un challenge qui a retenu notre attention, le speedrun d'Airbus du mercredi après-midi. Ce challenge était très original dans sa conception. En effet, il se déroulait dans une thématique pirate et navale, dans laquelle chaque équipe disposait d'un bateau qu'ils devaient amener sur une île sur laquelle se trouvait un coffre à ouvrir. Il y avait différents challenges de différentes natures, de l'osine, du pentest, du web, et l'objectif était de faire en sorte de faire avancer notre bateau, d'allumer les moteurs, de trouver le gouvernail et de manier le bateau comme on l'entendait. On devait en parallèle trouver l'île sur laquelle se cachait le coffre au trésor, s'y rendre et ensuite ouvrir ce coffre. Il se trouve d'ailleurs que ce coffre était physique et qu'il y avait donc une épreuve de lockpicking pour conclure ce challenge. Ouais, facile, hein. Ouais. Tu prends un papier qui est dedans et on referme. À la fin de cette première journée, on a fait un point tous ensemble, revu notre stratégie pour le lendemain, prêt à en découdre de nouveau. Yo, on est jeudi matin, on attend que le reste de l'équipe se lève et on part dans à peu près 5 minutes. Et du coup ça me laisse le temps de vous faire un petit retour sur la journée d'hier. Et ben déjà, très bon retour. On se retrouve avec une compétition de qualité. Tout n'est pas parfait, mais par rapport à l'an dernier, les améliorations sont nettes. On a pu faire en parallèle du forensic, du bug bounty, de l'OSINT, du hardware, le speedrun. Au niveau scoreboard forensic, on s'est classé je crois 7 ou 8e hier. Au niveau bug bounty, grâce à Lucien Vlaise, on a fait la première place. En tout cas pour l'instant. Au niveau OSINT, je pense qu'on est un peu dans les choux pour l'instant. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et au niveau speedrun, on a dû se positionner entre 6 et 8, je pense, un truc de ce style-là. Donc voilà, relativement médian. Je pense qu'au niveau équipe entreprise, on doit se situer dans les 2-3 premières. Donc c'est plutôt un bon signe. Quoi qu'il en soit, la règle principale, c'est surtout qu'on s'est bien marré hier. On a appris des trucs, on s'est challengé. C'était pas simple, mais on a tous passé une bonne journée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose aujourd'hui. Les épreuves donc, vont terminer aux alentours des 19h. Remise des prix dans la foulée. Allez, à plus. Jeudi, on a donc continué l'effort, motivé à bloc. Dans l'après-midi, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Clémence Burette, qui pilotait l'organisation de cette EC2. Je vous mets l'interview en fin de vidéo. À la fin de la compétition, on a pu sécuriser la première place de l'épreuve de bug bounty, on a pu remporter la 3e place de l'épreuve de forensic, et suspense, on a pu terminer sur le podium, à la 3e place du classement général. On était super contents, très fiers de ce résultat, d'autant qu'on était la première équipe entreprise sur le classement, mais vraiment, on était refaits. Mention spéciale à ceux qui ont remporté le C2, les ex-narcotrafiquants, l'équipe étudiante de l'ESNA. Mention aussi à ceux qui ont terminé à la 2e place du classement général, GCC, l'équipe de l'école NCBS. Et je pense aussi à l'équipe HDFR, qui nous talonnait de très près dans le classement général, et qui occupe donc la 4e place de ce classement en représentant l'école EPITA. Je vous laisse écouter des retours à chaud de quelques gars de l'équipe, tout s'enchaînait très vite, et on a enregistré pendant que l'orga désinstallait la salle. Moi du coup c'est ma première année au FIC à EC2, excellente expérience. J'avais eu quelques retours positifs et quelques retours négatifs sur l'événement. Cette année ça a été principalement que du positif. Hâte d'être pour l'année prochaine. Super expérience cette année. Personnellement j'ai préféré les épreuves de speedrun sur le côté Airbus qui était très réaliste. Et l'épreuve de Bounty forcément. Et globalement cette année c'était vraiment une très belle expérience. Toute l'équipe je pense qu'on s'est régalé, on a pris du plaisir et on reviendra avec plaisir dans les prochaines éditions. Hyper content de ce premier événement, c'était une première pour moi, l'ambiance est incroyable. On m'avait dit qu'il y a eu pas mal de soucis les années précédentes et en fait je me suis rendu compte que l'orga avait dû faire énormément d'efforts parce que j'en ai quasiment rien ressenti. Il y a toujours des chals par-ci par-là qui posent souci, mais bon, ça c'est dans tous les CTF. Et là vraiment c'était top. Les heures de sommeil ont été rentabilisées vu qu'on a fini 3e et ça c'est hyper cool. Ça s'est super bien passé, j'ai un très bon ressenti.
Pour avoir fait le C2, sur toutes les éditions depuis sa création, c'était la meilleure. Il y a eu une super évolution, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur la qualité des challenges, la technicité, les sujets et tout. C'était très original, notamment le speedrun Airbus qui était incroyable. Ils ont fait un super effort, l'infra super et tout. On a pu découvrir des choses qu'on ne voit jamais nulle part ailleurs. Franchement, une super année. Et puis après, sinon concernant notre performance, l'équipe et tout, c'était aussi super sympa avec tous les amis, tous les potes. On a bien travaillé ensemble, un super travail d'équipe. Et puis voilà, un bon résultat, une bonne remontada à la fin, 3e. Donc une très bonne année. Alors l'événement en soi, beaucoup mieux que l'année dernière, beaucoup de progrès qui ont été faits. Moi je vais surtout faire un retour sur l'Ozine parce que c'est la partie à laquelle je tenais le plus. Il y avait du très bon, il y avait d'excellentes idées. Le seul truc que je trouve dommage, c'est peut-être un manque d'expérience d'organisation d'événements de cette taille peut-être pour Projet Fox et aussi peut-être le manque de moyens humains dans le sens où je pense qu'ils sont beaucoup plus petits que les orgas de l'année dernière. Ce qui fait qu'au final pour nous c'était peut-être un peu moins clair que pour eux. Là les challenges étaient assez linéaires, c'était un scénario qui déroulait, qui était super intéressant avec plein de choses qu'on voit pas d'habitude dans CTF Ozine, mais qui malheureusement du coup bloquait un endroit, c'est bloqué toute la compète sur ce volet-là. Pour le reste de l'EC2, c'était fort sympathique, très content d'y avoir participé, plus content que l'année dernière encore. Voilà, c'était un très bon événement. On rentrait chez nous fiers et heureux d'avoir pu participer à cette édition de l'EC2. Le lendemain, vendredi, la compétition était terminée, mais pas le FIC. Dramlac et moi avons été faire une présentation d'Exegol au Hacking Lab. J'en ai ensuite profité pour rencontrer pas mal de gens, faire un tour du salon et faire un peu de lockpicking avec Pawn with Love. Je vous mets un extrait à la fin de cette vidéo. Et puis, dans la journée du vendredi, tout le monde est reparti chez soi. J'ai pu profiter du retour dans le train pour me battre contre le sommeil et finaliser le montage de l'Insomniac, une vidéo que j'ai pu publier le lendemain. Et puis après, on peut profiter du week-end pour rattraper le sommeil manqué et dormir un max. À tête reposée, il y a pas mal de points à voir pour juger de l'EC2 et de sa progression. Au niveau des épreuves, le choix de la composition était bon. La qualité était globalement au rendez-vous, hormis la partie CTF et le speedrun du jeudi qui était vraiment à revoir. Néanmoins, le speedrun d'Airbus du mercredi a marqué les esprits par son originalité et une exécution tout à fait alignée avec les us et coutumes de la communauté. Le planning était intéressant et introduisait un nouveau type de difficulté, celle de gérer plusieurs épreuves en parallèle sur un planning de 2 jours pour des équipes de 10 personnes. Pareil au niveau de la pondération, l'organisation a écouté les joueurs et la pondération cette année était déjà plus juste et adaptée à la difficulté et durée de chaque épreuve. Au niveau du règlement, c'était bien mieux que l'an dernier. On a pu lire ce document avant le début de la compétition, le signer, les amender, et l'organisation a écouté ses joueurs, donc très gros point positif là-dessus. Néanmoins, quelques points négatifs, quelques éléments de ce règlement ont été modifiés à la dernière minute, notamment en ce qui concerne la pondération, et ce, sans nouvelle signature du règlement. Il y a aussi eu des modifications des heures de démarrage et de fin de certaines épreuves, soit pour attendre des équipes qui étaient en retard, soit parce que l'organisation se rendait compte que certaines épreuves étaient plus compliquées que prévu. Au niveau des repas, top, j'ai rien à dire, je pense qu'il y avait de tout pour tout le monde. Au niveau de la retransmission en live, ça avait pêché un peu en 2022. Cette année, c'était beaucoup mieux, il y avait une animation beaucoup plus en continu, et donc petite pensée à Laluka et Yanzax qui ont fait une animation tout au long de cet événement et qui se sont donné corps et âme pour rester proche de la communauté, pertinent et à fond dans cette animation. Au niveau son et lumière, ça a été bien mieux qu'avant, et je pense notamment à l'organisation qui, soit pour une touche d'humour, soit pour un côté pragmatique, a mis à disposition de l'ensemble des joueurs des casques anti-bruit. Au niveau de la communication, rien à dire sur l'interne, et à l'externe néanmoins, il y avait quelques loupés à droite à gauche sur Instagram et sur Twitter, à garder à l'esprit pour les éditions futures. Au niveau des plateformes, la plateforme CyberRunge n'allait pas. Les retours sont les mêmes qu'en 2022. Elle n'est pas intuitive, il y a beaucoup de fioritures, elle n'exploite pas son potentiel. Et puis plus globalement, il y avait quand même un problème au niveau des plateformes, puisqu'on a dû switcher entre 5 et 6 plateformes pendant 2 jours, donc il y a quelque chose à revoir là-dessus. Au niveau de la visibilité, je pense que les modifications qui ont été faites au niveau son, lumière et le fait qu'il y ait une salle à part a eu un impact sur la visibilité de l'event. La plupart des personnes avec qui j'ai échangé au FIC ne sont pas venues à l'EC2, soit parce qu'elles n'avaient pas connaissance de cet événement, soit parce qu'elles ne savaient pas où était la salle. Il y avait donc des problèmes de signalétique, de communication, je sais pas, mais c'est un point à revoir pour l'année prochaine. Il est important de revoir ce point parce que les entreprises, écoles et collectivités qui payent le prix fort pour rentrer à cet événement-là attendent quand même un retour sur investissement en termes de visibilité, il faut donc corriger ce point. Au niveau scoreboard, les points, ça n'allait pas du tout. Les classements spécifiques et le classement général prenaient compte de la pondération, certes, mais ils prenaient aussi en compte une règle de calcul qui n'a jamais été communiquée. Alors, j'ai dit une bêtise. En préparant la vidéo, je me suis rendu compte que la règle de calcul avait bel et bien été communiquée le matin même de la compétition. On l'avait simplement loupé. Dans la règle communiquée, la pondération n'était pas appliquée au score de chaque épreuve, mais au positionnement dans chaque classement spécifique.
Le souci, c'est que des points ont été attribués même aux équipes qui avaient fait 0 sur telle ou telle épreuve. Certaines équipes ont fait un pass sur des épreuves et l'écart s'est donc vu réduit avec celles s'étant investies dessus. Par exemple, comparons l'impact du Forensic et du Bug Bounty sur le classement général. Leur pondération était normalement respectivement de 2 et de 0,5, soit un rapport de 4 à 1. En pratique, l'écart entre la première et la dernière équipe du Forensic était de quasiment 200 points dans le classement final. Quant au Bug Bounty, cet écart était réduit à 4. Le réel rapport de pondération Forensic versus Bug Bounty n'était donc pas de 4 à 1, mais de 50 à 1. Et ça n'est pas acceptable, parce qu'on s'en est rendu compte qu'à la fin, et sans communication au préalable de la remise des prix. J'ai recalculé le classement général de mon côté en m'appuyant sur les scoreboards individuels de chaque épreuve, en prenant cette fois-ci en compte les points et non pas le positionnement. J'ai malheureusement dû extrapoler un peu sur le scoreboard du speedrun Airbus dont je n'ai pas pu récupérer le classement, mais sans surprise, bien que le top 4 ne change pas, et heureusement, le reste de la grille change pas mal. Niveau Bug Bounty, l'épreuve était organisée par Hack for Values, une association qui a pour objectif d'aider des ONG à identifier et corriger des failles de sécurité. Certains critiquaient cette initiative et parlaient de greenwashing. Personnellement, ce que je retiens, c'est que cette initiative a quand même permis à e-Enfance de monter son niveau de sécurité. Et au final, on pourrait se poser la question de comment le C2 peut se comparer avec d'autres événements. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas faire la comparaison. À beaucoup de niveaux, le C2 propose quelque chose d'unique, que la plupart des CTF n'ont pas. Ça a donc son lot de points négatifs aussi. À mon sens, la question qu'il faut plutôt se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux payer le prix fort pour aller à l'EC2, ou est-ce qu'il vaut mieux économiser cette somme, voire payer moins, pour aller à un ensemble d'autres événements? C'est plutôt ça, je pense, la question pertinente. Au final, si on prend un peu de recul sur cet événement, la note est très bonne. La progression est sans appel. Il y a des points à revoir, comme la constitution des classements, ou la multitude des plateformes, mais au final, cette EC2 2023, c'est une vraie réussite. J'espère que vous avez passé un bon moment à visionner cette vidéo, j'espère avoir traité le sujet avec le bon niveau de détail, et que j'ai pu transmettre le plaisir que nous avons eu à y participer et à finir sur le podium. Je vous laisse avec l'interview de Clémence Burette qui a piloté l'organisation de cette EC2, et puis ensuite avec Pwn with Love pour un brief sur du lockpicking crochetage. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un like et vous abonner si ce type de contenu vous plaît, et je remercie Capgemini qui nous a envoyé l'événement, et sans qui cette vidéo n'existerait pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao. Salut Clémence. Salut, Est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Clémence, je travaille dans l'équipe du FIC, du Forum international de la cybersécurité où on se trouve aujourd'hui. Ça fait presque 4 ans que je suis dans cette équipe. Je gère un certain nombre de comptes partenaires qui viennent au FIC, notamment Capgemini. Et mon autre casquette, du coup, c'est d'organiser depuis 3 ans l'European Cyber Cup, la compétition de hacking éthique qu'on a lancée pour le FIC. Qu'est-ce qui a motivé, il y a 3 ans de ça, la création de cet événement-là? On s'est dit qu'on voulait créer une compétition un peu nouvelle, avec une nouvelle organisation, d'où le fait que voilà, on est lié un peu ça au e-sport pour ouvrir un peu le champ un peu plus grand, un public un peu nouveau, parce que le but pour nous, c'est aussi de répondre à la pénurie qu'il peut y avoir de talents en cybersécurité grâce à ce genre de compétition. Pourquoi le côté e-sport? On a vu en fait l'intérêt qui est porté au e-sport, le fait que ce soit hyper médiatisé. Les CTF, ça reste quelque chose de très communautaire et c'est super, c'est pas du tout une critique, c'est plus un constat. Et on s'est dit, nous on aimerait bien à travers le C2 l'ouvrir un peu plus et la montrer à plus de monde, vulgariser, animer et qu'on mette en fait un peu plus en lumière aussi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? À partir de quand on commence l'organisation? Et quelles sont les plus grosses difficultés que vous devez affronter? L'organisation, elle dure presque 1 an, parce qu'après là, on va faire le rétexte, on va du coup prendre tous les retours, les commentaires, on va clôturer ça. Et après, l'organisation, j'y pense très très vite. Ça commence par d'abord trouver les épreuves, les challenges, puisque nous, on les organise pas parce qu'on n'a encore pas la capacité. Donc il faut trouver les bonnes personnes, les bons partenaires avec qui organiser ça. Depuis le début, pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est aussi important parce que faut que techniquement ça vous plaise, il y ait de la difficulté, mais pas trop, que ça reste un bon niveau pour tout le monde qui est du challenge. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 le plus important. Et puis après, il faut que les équipes s'inscrivent, qu'on ait des partenaires qui nous accompagnent. Et effectivement, il y a toute cette partie organisation, régie, animation que heureusement je fais pas toute seule. Et on a par exemple une boîte qui s'appelle ZQSD Productions qui nous accompagne énormément sur ça parce qu'ils ont l'habitude de faire des événements, des shows comme ça en e-sport. En amont, tout est réglable. Après, sur place, il y a toujours des petits couacs. Par exemple, 1 heure avant que vous arriviez hier, il n'y a aucun écran qui fonctionnait. Et d'ailleurs, on a toujours des bugs, mais ça, c'est le jeu des événements. Mais voilà, c'est toutes ces petites personnes de l'ombre, comme d'habitude, qu'on ne voit pas, mais qui œuvrent à ce que l'événement fonctionne pour le mieux. Est-ce qu'il y a un souhait de rendre la compétition plus internationale, en tout cas plus européenne? Alors, si on lui a donné ce nom, c'était quand même pour une bonne raison. Mais comme on se le disait
précédemment. On a fait l'année 1, l'année 2, l'année 3. On voit que là, bon, ça commence à aller, on commence un peu à comprendre le truc, à être bien. Donc il fallait déjà qu'on commence à faire une bonne édition, bien organisée, qui convienne bien aux équipes, surtout à ceux qui nous suivent depuis le début. Il y a totalement une volonté d'internationalisation et d'européanisation. Cette année, on était à ça. On a failli avoir une équipe de Wallonie, une équipe de Grande-Bretagne. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons plus logistiques. Donc on a vu l'engouement à l'international et donc l'idée c'est de pouvoir rapidement, dès qu'on lance les nouvelles inscriptions pour l'année prochaine, de pouvoir lancer au plus grand nombre aux équipes qui nous suivent. Clairement, c'est totalement notre objectif et je pense que même ça va être l'objectif numéro 1 dans la liste pour l'année prochaine. Le C2 se démarque par plein de choses. Ouais. Par l'animation, par le nombre de personnes, par ce côté vraiment événementiel. Néanmoins, il y a un autre élément qui caractérise aussi le C2, c'est les prix d'entrée. Qu'est-ce qu'il en est de la partie finance? Il y a 2 prix pour les équipes professionnelles et pour les équipes étudiantes. Le prix est plus important pour les équipes professionnelles parce que les entreprises ont plus de moyens et c'est aussi une manière pour elles de valoriser leur marque employeur. Elles ont un peu plus de budget que pour des écoles. On fait payer les entrées parce que c'est simple, cet événement il nous coûte de l'argent, il nous coûte même beaucoup d'argent. Après c'est une volonté puisqu'on a voulu faire toute cette animation, tout cet aménagement, vous proposer je pense quand même un cadre de participation assez agréable. On gagne pas d'argent sur ça, clairement pas. On a les inscriptions, on a un soutien financier de la MEL et c'est notre seule manière en fait de financer un petit peu l'événement. On arrive à faire cet événement parce que derrière, il y a aussi toute l'infrastructure du FIC qui est là et du coup qui est capable de financer le C2. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un événement sur lequel on gagne de l'argent. Pour l'année 2024, est-ce que vous avez déjà des idées en tête? L'idée, c'est que le C2 grandisse, le C2 grossisse, qu'il ait encore plus de couverture, de médiatisation. Clairement, il y a l'européanisation des équipes. On aimerait bien avoir toujours plus d'équipes. Je pense que c'est toujours cool d'assurer surtout un bon nombre d'équipes, un mélange d'équipes, toujours des pros, toujours des étudiants, parce que ça nous tient à cœur et je pense que c'est un bon challenge pour tout le monde. Mais on a aussi appris de nos erreurs et on va faire aussi les choses pas à pas. On va pas aller trop vite. Bon, merci beaucoup Clémence. Merci à toi, Shadda. Salut. Salut. Le crochet, en fait, c'est une technique qui consiste à ouvrir des systèmes, donc des cylindres qui ont des différentes formes. Par exemple, on a celui-ci. Donc on voit que la forme n'est pas la même. La technique de crochetage, ça consiste à les ouvrir sans les détruire, sans les abîmer non plus. On a plein de techniques différentes. Donc on a les techniques qu'on voit régulièrement. Donc vous avez sûrement déjà vu passer à la télé ou aux vidéos. Avec des crochets et des tenseurs. Donc on va venir appliquer une force directement au niveau du haut de notre cylindre sur le dessus et on va venir tourner les goupilles. Je vais les abaisser toutes une par une. On a du coup pour des systèmes qui sont un petit peu plus différents, des outils qui sont aussi différents. Donc on a par exemple ceci. On voit qu'ils sont en fente sur le côté. Il y a des points un petit peu partout. Et à l'intérieur, on a des rangées de goupilles qui sont sur le bas et aussi sur le côté. On a aussi par exemple les parapluies. C'est un système d'impression. Le système d'impression, ça consiste à venir littéralement prendre en fait la forme de l'intérieur d'un système, à fermer nos ordinateurs portables par exemple en entreprise. On a aussi du coup les techniques qui sont un petit peu plus fortes et qui permettent d'aller plus vite, lock pick gun ou clés de bumping qui sont juste ici. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en appliquant une force, ce qui se passe, c'est que ça va venir appuyer sur les goupilles très fort. Mais mon tenseur est déjà appliqué de tension comme d'habitude. Et du coup, en appliquant mon pistolet à l'intérieur, ça va venir faire claquer les goupilles dans sinon la technique de bumping avec un marteau, du coup, que quand je vais rentrer dans mon cylindre et que je vais venir taper sur la clé au niveau du dessus ou sur le côté comme ça va appliquer une sorte de force simultanée sur toutes les goupilles, ça va les abaisser tout en même temps, exactement comme avec le lockpick gun, c'est exactement le même principe. Sur le papier, ça a l'air assez simple, la réalité c'est que c'est assez difficile à maîtriser. Voilà quelques techniques d'ouverture. On a des clés qui sont génériques. Par exemple, une turquoise qui est utilisée par les pompiers. Ça sert à ouvrir des portes génériques, par exemple des armoires électriques. En réalité, ces systèmes, ils sont pas assez sécurisés que ça. Et que même ceux qui se prétendent être plus sécurisés, par exemple, ceux à micro-points, les radiales que j'ai présentés ici, ne le sont pas forcément et sont quand même vulnérables. Merci.